Merci à tous et toutes panélistes d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de pouvoir compter sur vos expertises. Pour répondre à certaines questions qu'on vous a posées, merci à Catherine Villelmy de se joindre à moi pour animer ce panel. C'est toujours encore un plaisir de partager avec elle cette tribune. On va être un peu serré dans le temps, en tout respect de l'engagement auprès du ministre et de ceux qui ont souhaité l'entendre. Alors, je vais demander à nos panélistes d'être particulièrement à cheval sur le temps. Et pour vous assister, panélistes, je me ferai le devoir, lorsque 3 minutes sont écoulées dans votre intervention, de lever de cette façon la main. Alors, si vous êtes capable, au cours de l'échange, de garder ma caméra à votre œil, ceci vous aidera à garder le temps. Alors, sur ce, je passerai la parole à ma collègue Catherine. Merci beaucoup, Antoine. Alors, on parle de système de santé apprenant, bien sûr, et j'aimerais vous lancer une question à tous, mais avec certaines précisions. J'aimerais commencer avec Madame Castonguay. Dans le contexte d'un système de santé apprenant, quels changements s'imposent dans votre domaine, votre organisation? On parle de créer de la valeur. Comment cette valeur-là peut être utile avec le système de santé apprenant? Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à participer à cette conférence qui est très bien organisée, très pertinente. J'aimerais aussi souligner que la mise en place du commissaire ou le commissaire est un des instruments qui contribuent à rendre notre système apprenant en fournissant des données sur lesquelles, pour soutenir la prise de décision. Alors ça, c'est un point. Maintenant, la valeur, comment on la décrit? En fait, un système qui est performant, c'est un système qui atteint ses buts et de la façon, en utilisant ses ressources de la façon la plus efficiente, donc on optimise les résultats de santé pour la population. Compte tenu des ressources dont on dispose. Ceci dit, ceci ne peut pas arriver sans avoir une préoccupation importante pour la santé et le bien-être de ses employés ou des fournisseurs de soins. Ça ne peut pas se faire aussi sans un système qui est réactif aux besoins de la population et ça ne peut pas se faire sans tenir compte de nos ressources, puis des valeurs et du souhait de la société, parce qu'on travaille, nous, au niveau du système dans son ensemble. Et un des souhaits ou des valeurs de la société, c'est d'assurer la soutenabilité de notre système. Et évidemment, là, il y a d'autres valeurs là, qui sont les valeurs de l'équité, l'éthique, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer pour la générer? En fait, Mme Green m'a ouvert la porte très bien, c'est-à-dire que on peut avoir de très belles interventions, beaucoup d'initiatives qui sont faites au niveau du système, mais sans des mécanismes de gouvernance au niveau du système qui sont cohérents avec les objectifs et le but du système. C'est excessivement difficile d'atteindre ces objectifs-là. Alors, je pourrais donner plusieurs exemples, mais je ne veux pas dépasser mon temps, alors je vais passer tout de suite aux autres éléments. Les autres éléments, il y a l'accès aux données, qui est excessivement important. Mais non seulement de l'accès aux données, mais des données de qualité qui sont organisées en fonction des résultats pour les patients. Donc, ça veut dire aussi des données qui sont jumelables d'un système à l'autre ou qu'on est capable de faire un sens, des données de qualité, des indicateurs standardisés. Enfin, des données qui sont comparables avec le reste du monde. Donc, quand on parle de standards, les standards sont importants, mais pas non seulement au niveau québécois, mais au niveau international. Je veux juste dire que l'évaluation des résultats pour un système apprenant au niveau systémique est excessivement important aussi. Merci. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Mme Vézina. Dans le monde entrepreneurial, est-ce que ce monde-là peut contribuer à l'implantation des innovations qui sont issues de la recherche dans les pratiques de la santé concrètes?
Oui, absolument. Et pour moi, ça repose sur quatre piliers importants, c'est-à-dire qu'on doit établir une vision commune, on doit s'aligner sur des défis du monde de la santé et c'est comme ça qu'on peut contribuer et considérer qu'on est tous sur la même équipe, alors qu'on soit professionnel de la santé ou qu'on soit entrepreneur, on cherche à résoudre le même problème ensemble, des problèmes réels qui sont sur le terrain. Je vais rebondir sur ce que Mme Castonguay a dit. Les données sont super importantes aussi. Je pense que c'est important d'avoir accès aux données. Ça, c'est une des difficultés que rencontrent les entrepreneurs de ne pas avoir accès à des données. Elles doivent être entreposées, fiables, standardisées, protégées, mais elles doivent être partagées aussi. On doit vraiment avoir un plus grand souci du partage des données. Et quand on parle de données aussi, on doit faire attention aux biais parce que si on fait de l'intelligence, si on appose l'intelligence artificielle sur des données, on doit faire attention aux biais qui pourraient exister dans ces données-là. Et on ne voudrait pas reproduire des comportements qui ne supporteraient pas la diversité, l'équité et l'inclusion. La technologie est importante aussi, mais c'est un outil et non une fin. Ça ne doit pas être le moteur, la technologie. La technologie doit être là pour aider les équipes de soins, aider aussi la communication, l'aide à la décision. Et puis, finalement, je dirais que la collaboration est clé. Entre le patient et les équipes de soins, au sein des équipes de soins, entre la recherche et les soins, mais aussi entre les partenaires externes et les partenaires internes. Donc, pour moi, ça résume les quatre piliers qui sont importants. Ben, je passerai peut-être la parole à M. Bastien. Merci beaucoup, Madame. Justement, dans les organismes communautaires, est-ce qu'ils peuvent contribuer à la transformation de la culture qui est nécessaire? Complètement. Merci beaucoup pour cette question. En fait, ce qui est très intéressant, et puis j'aimerais faire un petit parallèle. Aujourd'hui, en fait, on parle de la culture du système de santé, mais on parle davantage, en fait, actuellement du culture de la maladie, la culture de la maladie. Et puis, c'est deux choses qui sont complètement différentes parce que les patients partenaires desquels vous faites justement partie sont là pour accompagner, en fait, cette maladie-là et puis pour faire en sorte que le système de santé réponde justement à vos besoins. Mais quand on parle, en fait, de la santé, c'est-à-dire l'état en fait dans lequel les personnes naissent et meurent, mais dans des conditions en fait avec une absence de maladie à la fois de santé mentale ou de santé physique, on peut faire intégrer en fait complètement la population globale dans cette conversation-là. Puis quand on regarde en fait la population, et on l'a vu par rapport à la pandémie plus particulièrement, la réaction par rapport aux gestes barrières plus particulièrement, elle a été complètement différente d'une culture à l'autre. Et ça nous démontre quelque chose de notre côté, c'est que la confiance, c'est le lien essentiel en fait pour le changement de culture. On ne peut pas demander à la population québécoise de changer complètement de culture par rapport à la santé ou la maladie d'un jour à l'autre. Mais par contre, on peut aller utiliser sur le terrain des personnes qui vont faire le lien avec une multitude de cultures, avec une multitude de communautés. Et on l'a très bien vu en fait dans le sondage qui a été montré juste avant nous en fait que la différence entre le sexe, la différence entre la compréhension de certains enjeux, la différence entre la langue qui est parlée joue en fait un rôle dans cette compréhension en fait de l'évolution du système de santé. Donc, pourquoi on n'utilise pas les partenaires qui sont des organismes communautaires qui sont là justement pour comprendre ces aspérités vraiment sur le terrain et qui comprennent en fait cette réalité par rapport à des populations très spécifiques, de faire le lien, d'accompagner les gens vers ce changement-là, mais en parallèle de ça, de remonter de l'information, parce que c'est à ça que ça sert aussi. Là, on n'est pas que dans un système où on envoie de l'information, on est dans un système où on apprend, on s'enrichit. Donc, de revenir avec de l'information et de changer en fait en retour ce système. Donc, à la fois en fait la culture de la maladie et la culture de la santé qui sont interreliées très 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 spécifiquement, mais aussi en fait le milieu communautaire qui peut changer en fait ces deux en apprenant, mais aussi en fait en faisant remonter de l'information. Super intéressant. Les organismes communautaires aussi sont souvent une sorte de filet de sécurité pour les patients. Merci beaucoup. Madame Jabet, la recherche, est-ce qu'elle doit donner plus de poids à la science de l'implantation?
Non. J'ai vraiment réfléchi en me disant comment est-ce que je vais amener l'attention sur ça et je vais être sérieuse, mais je pense véritablement que non. On pourrait avoir cette envie-là, puis je vais vous dire d'où je viens. Je pense que quand on regarde un organisme comme le nôtre, comme les FRQ, et qu'on se pose la question de où est-ce qu'on a une influence, puis quel est notre rôle, je pense qu'on va le structurer en trois points. Notre première job dans la vie, et il n'y en a pas une plus que l'autre, il faut que les trois fonctionnent ensemble. Mais je commence par celle-ci, c'est de s'assurer qu'en fait, on est capable de mobiliser la communauté de recherche pour répondre aux défis de société. Puis je pense que c'est pas mal évident aujourd'hui que la santé, qui passe par l'organisation des soins et services, mais merci beaucoup Thomas d'avoir ramené la préoccupation santé est un défi de société et parmi les grands défis de société. Puis la recherche a un rôle dans ça. Le deuxième rôle des FRQ et de la communauté de recherche est d'anticiper. Donc, on n'a pas juste un rôle dans la mobilisation de la connaissance, l'implantation de la connaissance et tout ça. On a un rôle dans la génération de connaissances. Et si celle-ci n'arrive pas, ben, je suis un peu désolée de dire à tout le monde qu'on n'implantera plus grand-chose. Donc, c'est un deuxième axe qui est très important pour nous, cette génération de connaissances. Puis le troisième axe qui est important, c'est d'être capable de mobiliser les meilleurs talents pour répondre à ça. Donc, tout le volet de formation, de relais, mais de double compétence, de triple compétence, d'exposition et de bonne compréhension de ce domaine-là. Si je reprends ces trois éléments-là, puis pourquoi j'ai répondu de façon un petit peu baveuse non à la question, c'est que l'enjeu n'est plus de savoir est-ce que je donne plus de poids à quelque chose ou moins de poids à quelque chose. L'enjeu devient de savoir où sont les maillons faibles quand on veut avancer dans cet agenda de trois volets. Puis à ce moment-là, quand je regarde les maillons faibles par rapport à un système de santé apprenant ou à la santé durable ou à tout ce qu'on vient de discuter, ben, j'en ai un premier que j'identifie qui est au niveau des silos. On travaille, hélas, beaucoup, encore trop, dans des silos. Et je peux bien appuyer sur la science de l'implantation si mes collègues, si je ne suis pas capable de travailler en partenariat, si je ne suis pas capable d'amener la méthode au niveau de l'innovation, de l'intégration de l'innovation, de l'évaluation de l'innovation que nous, on est capable de développer, ben, on aura raté. Oui, il faut de la science de l'implantation, mais il faut qu'on se puis j'arrive en fin de promis, il faut qu'on défasse ces silos-là. Après ça, on va s'apercevoir que oui, il va falloir qu'on pousse dans nos programmes par rapport à cette science-là. Et là, je vais dire au niveau des talents, on se retrouve aujourd'hui exactement là où est-ce qu'on était dans l'évaluation, dans la valeur, dans l'économie, la pharmacoéconomie. On manque à un moment donné de base suffisante pour cette implantation, mais elle ne va pouvoir se faire que si on est capable qu'elle vive pas juste par les FRQ, mais par l'ensemble des partenaires. Merci beaucoup. Madame Vézina, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à un réel travail complémentaire, collaboratif, puis travailler en partenariat? Bien, je vais rebondir sur ce que dit Mme Jabet. Elle a parlé de défis de société. Je pense qu'on peut travailler en collaboration quand on part sur les défis qui viennent du monde de la santé et les gens ont envie d'y répondre. Les entrepreneurs, moi, j'ai vu plein de fois là, des occasions où les entrepreneurs avaient le goût de répondre à ces défis-là. Ils veulent travailler avec les milieux preneurs et ça, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a des programmes comme Innovateurs en résidence, qui est d'ailleurs financé par le FRQ, qui permettent justement à des entrepreneurs d'être dans des milieux preneurs in situ pour tester leur innovation. Et donc là, on voit une vraie collaboration quand on a l'entrepreneur qui a la chance de travailler avec le milieu preneur pour bien répondre à leurs besoins, pour avoir une approche centrée utilisateur avec les gens qui se servent des innovations, de ces innovations-là, que ce soit les professionnels de la santé, les patients, tout le monde, dans le fond, qui est impliqué. Donc, on peut
effectivement travailler ensemble, mais je pense que ça part des défis que l'on vit dans le monde de la santé, parce que sinon, on va se retrouver avec « Hey, on a une technologie, on pourrait faire ça avec, mais est-ce que c'est ça dont on a besoin? » Et donc, pour avoir un système qui est plus efficient, ben, il faut apporter des innovations dont on a besoin, qui vont nous permettre de nous propulser vers l'avant. Ils vont nous amener à prodiguer des meilleurs soins et à avoir des équipes de soins qui soufflent parce qu'elles ont plus de temps, parce que la technologie a pris des tâches à valeur, à peu de valeur et qui les aident à avoir cette information-là. Puis, je parlais des données plus tôt. Bien, si on a accès aux données, c'est transversal, hein, l'accès aux données, c'est pour tout le monde. Donc, plus on a d'informations, plus on est capable de les mailler, de les croiser et de trouver des insights, comme disent les Chinois, qui vont aider et les entreprises et le milieu de la santé à travailler ensemble. J'aime bien ce que vous dites, amener ça à créer la meilleure adéquation possible entre les idées puis les besoins, Oui. les idées des créateurs d'innovation puis les besoins du terrain. Madame Castonguay, comment on fait pour amener la meilleure adéquation en incluant les patients? En fait, je pense que c'est important d'inclure les patients, mais au niveau de l'élaboration de politiques publiques, si on veut vraiment aller chercher parce que, rappelez-vous, nous travaillons au niveau du système de santé. Donc, notre objectif est beaucoup de voir comment on peut aller chercher les gains au niveau de la valeur dont on a parlé plus tôt, qui seraient issus des innovations. Donc, si on a des innovations, que ce soit des innovations de pratique, que ce soit justement un changement voulu au niveau du système, par exemple, développer un système qui est apprenant, on doit avoir non seulement un milieu de pratique qui soit favorable à l'atteinte des objectifs, mais on doit avoir aussi une gouverne, un système qui soit favorable. Et donc, un développement, nos institutions doivent être également favorables à l'atteinte de l'objectif qui est de la valeur. Maintenant, en tant que CSBE, donc on veut travailler à ce niveau-là, donc favoriser l'innovation dans le développement des politiques. Et oui, faire intervenir les patients pour confirmer que ce que les travaux ont confirmé qu'effectivement, les indicateurs qui sont utilisés sur une base internationale pour informer sur les résultats qui sont importants pour les patients, qu'on s'inscrit dans cette mouvance, dans ce mouvement-là, si on veut. Et donc, je dirais qu'au niveau du CSBE, l'idée ne serait pas nécessairement de toujours impliquer dans le développement de l'ensemble des politiques, toujours des patients, puis nous, on a un rôle au niveau systémique. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est les valeurs citoyennes. S'assurer qu'on atteint les objectifs des citoyens. Évidemment, ça ne veut pas dire de complètement évacuer les besoins des patients, au contraire, mais on s'inscrit dans le développement d'indicateurs, donc on soutient la recherche pour le développement d'indicateurs standardisés qui correspondent aux besoins des patients. Donc, à ce niveau-là, c'est comme ça, nous, qu'on essaie de faire le lien. Alors, on va soutenir des projets de recherche, qui vont s'intéresser au développement des standards pour vraiment bien comprendre c'est quoi qui est important pour les patients. Donc, que ce soit des patients qui sont dans un groupe d'âge, donc dans le contexte là, de nos travaux sur le vieillissement. Ça peut être aussi dans le contexte de la première ligne. Ça peut être dans le contexte de les jeunes, par exemple. Il faudrait qu'on développe les services sociaux. On n'a pas beaucoup d'indicateurs qui sont utilisés à ce niveau-là, donc on va devoir investir pour adopter des indicateurs qui soient standardisés, de sorte qu'on puisse se comparer avec le reste du monde, parce que sans se comparer, c'est excessivement difficile de savoir si on va vraiment optimiser l'utilisation de nos ressources. Super intéressant. Dans la recherche pour développer ces indicateurs-là, je vois totalement la pertinence des patients partenaires pour venir influencer la base
Super intéressant, merci beaucoup. Monsieur Bastien, vous, comment vous voyez ça? Il y a plusieurs choses. À partir du moment où on se dit en fait que la confiance, elle arrive avec la personnalisation des approches, ça ouvre en fait une multitude d'opportunités. Euh, J'aimerais reprendre en fait l'exemple parfait en fait du patient partenaire. Le patient partenaire, c'est un peu un organisme communautaire qui est mis à contribution en fait pour faire évoluer justement, pour diffuser de l'innovation, pour aller chercher en fait pourquoi en fait on n'étend pas ce patient partenaire-là, mais à l'ensemble de la population, et pourquoi on ne va pas chercher en fait l'ensemble des organismes communautaires pour faire ce lien de confiance en fait pour arriver à celle-ci. J'aimerais reprendre aussi, puis j'espère que Mme Castonguay m'en voudra pas, mais justement en fait la commissaire a mis en place, est en train de mettre en place justement une sorte de comité citoyen. Ce comité citoyen, il est essentiel. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, les partenaires sont en relation avec des patients et puis c'est vraiment les... Mais pourquoi, en fait, on n'essaierait pas de repenser au-delà du système de la maladie, mais vraiment du système de la santé, une multitude de populations, une multitude d'organismes à but non lucratif qui sont là vraiment, en fait, pour apporter le point de vue du terrain, mais aussi en fait pour servir de relais. Donc, comment en fait des organismes comme le nôtre, mais en partenariat avec des dizaines et des dizaines d'autres organisations, en fonction des régions, en fonction des villes, en fonction de cultures qui sont déjà instaurées, pourraient justement en fait servir à la fois le rôle de relais, mais aussi en fait de faire remonter de l'information pour faire évoluer ce système-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis malheureusement, en fait, pour fonctionner là-dessus, la communication, l'intégration des partenaires autour de la table, comme le fait Mme Castonguay plus particulièrement. Et puis, on est toujours là, en fait, pour participer à la conversation, c'est certain. Génial. On vous entend. J'aimais bien ce que vous ameniez, Mme Jabet, sur le fait qu'on travaille beaucoup en silo. Qu'est-ce qui manque dans le système actuellement pour défaire ces silos-là? Bonne question et vaste question. Peut-être, puis il existe, mais est-ce qu'il est suffisamment exprimé ou est-ce qu'on s'écoute suffisamment? Je ne sais pas. Un agenda commun. Puis je dis qu'il existe, puis la journée d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Je pense qu'on est tous très concernés par la transformation de nos approches de santé. Je ne suis pas sûre qu'on a eu encore à ce jour un forum où on va vraiment écouter les différents métiers que nous représentons dans le panel aujourd'hui autour de cet enjeu-là. Puis c'est ce qui fait qu'après ça, on a des trous. Puis je le vois très bien dans ce que j'exerce. Encore une fois, on va pousser, on va faire une intervention, on va développer une recherche sur une intervention, on va la pousser jusqu'à un certain point. Puis là, j'ai un no man's land, puis à un moment donné, je vais avoir ou Joanne ou Isabelle qui vont arriver puis qui vont dire que c'est une innovation, puis elles vont vouloir peut-être faire une mise à l'échelle. Mais là, on ne va pas regarder comment est-ce que la recherche peut arriver avec une méthodologie pour faire ça. Donc, on est décousu un petit peu dans ça. Donc, il nous manque peut-être ce forum-là. Je pense que aussi, on ne met pas suffisamment en application ce pourquoi on milite. Et je m'explique, puis je le vois dans tous les programmes, on devient un peu plus cohérent, mais pas encore suffisamment. Je développe un nombre incroyable de programmes avec mes collègues de la direction de la recherche au ministère de la Santé. De plus en plus, on a un langage commun où on essaye vraiment d'arriver avec des objectifs communs, des critères communs qui prennent en considération la science de l'implantation sur laquelle vous m'interrogiez précédemment. Donc, mais est-ce qu'on est rendu dans un systématisme dont on aurait besoin pour que le curseur y bouge? Je ne suis pas sûre. Et quand je travaille avec ma collègue Julie Couture au ministère de la Santé, il me manque des collègues au ministère de la Santé autour de la table qui devraient être là. Puis, je n'ai pas Thomas autour de la table quand on pense à nos programmes. Puis, je n'ai pas forcément d'établissement autour de la table. Donc, je dirais qu'on a peut-être un petit mea culpa chacun à faire en se disant, est-ce que j'ai assis les bons acteurs? C'est pas que négatif. Mon affaire, là, je suis super optimiste par ailleurs. Et puis, quiconque penserait que c'est pas vrai dans la vie, je vous jure que je peux l'être, dans le sens où on a des programmes qui font ça. Je pense au programme d'Onco
Je suis en train de l'oublier en oncologie avec le patient qui inclut le patient partenaire, qui est vraiment un programme très, très porteur, qui rassemblait tous les individus autour de la table. J'en veux plus du comme ça. Puis je veux des programmes en santé qui vont aller chercher pas juste le patient partenaire, mais aussi le citoyen partenaire. Et quelqu'un me faisait remarquer hier très, très judicieusement qu'à ce moment-là, les associations diverses et variées ont un rôle très, très important pour venir créer la liaison. Mais je dirais qu'on soit plus discipliné dans nos actions personnelles d'organisation. Merci, Carole. Je me permets une question en continuité avec ce que tu viens d'évoquer. Je la poserai à Thomas, qui fait un plaidoyer assez vibrant à la faveur d'une approche portée sur la santé plutôt que la maladie. Avec ce que Carole Jabet vient d'évoquer, Thomas, y a-t-il pas lieu d'essayer de trouver à concilier justement l'approche plus partenariale, plus communautaire, plus terrain, à celle de la recherche qu'évoque Carole et les partenaires qui sont là? Et est-ce que l'angle de la santé serait justement pas le bon pour amener ces gens-là à la table plutôt que d'axer sur la maladie et les malades là-dedans? Et si ce n'est pas le cas, ben, de quelle façon est-ce qu'on parvient à amener ce travail collaboratif, brisant les silos, à la faveur de la santé plutôt que de la maladie? Par où on le prendrait, à votre avis, Thomas? C'est une excellente question, Antoine. Alors, quand on revient en fait justement sur le lien de confiance, il y a quelque chose qui vient juste après aussi, qui est la responsabilisation. On est responsable de notre santé et malheureusement, en fait, on est responsable aussi de notre parcours en matière de maladie. Il y a des personnes extrêmement courageuses qui ont décidé en fait d'accompagner le système de santé pour leur dire « j'aimerais que ce soit comme ça qu'on me traite de mon côté pour que je me sente mieux et que j'améliore ma qualité de vie. » Mais il faut en fait au niveau de la population et puis d'une multitude de communautés qu'on se dise ensemble c'est aujourd'hui comme ça que j'aimerais vivre heureux. Puis quand on voit le sondage léger, on parlait d'un autre sondage léger, chaque année, il y a la majorité de la population, quand on leur pose la question, elle dit « mon objectif de cette année, c'est d'être heureux et d'être en santé ». Donc, comment on va y travailler ensemble? Alors, pour revenir sur ta question qui est beaucoup plus intéressante sur comment, en fait, on va intégrer les organismes autour de cette table-là, les organismes autour de la table, quand on va chercher les personnes et quand on parle de maladie, c'est moins intéressant que quand on parle de qualité de vie. Et ça rejoint moins de personnes. La population, elle se diminue de plus en plus quand la maladie, elle arrive de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire de notre côté? C'est de partir sur la prémisse qu'on veut que tout le monde soit en santé. Et là, à partir de ce moment-là, on va aller chercher l'ensemble des communautés. Et la définition de la santé, elle est très différente d'une communauté à l'autre. Quand on regarde justement les communautés autochtones, ont une vision qui est fantastique, par exemple, de la santé. Quand on parle justement en fait quand on parle d'autres cultures en fait qui sont présentes, il y a une définition de la santé qu'il faut qu'on considère dans ces échanges-là. Donc je ne sais pas si je réponds à 100% à ta question, Antoine, mais j'ai l'impression dans tous les cas que les organismes ont une part à jouer là-dessus. Parfait, merci. Je pense qu'on touche quelque chose. Catherine, avais-tu d'autres questions? J'en ai sinon une série. Moi, j'ai le jupon qui dépasse toujours un peu. Je trouve que le fil liant entre tous ces silos-là, c'est le patient. J'aurais une intervention peut-être pour faire le lien avec ce qui a été dit par Carole et par Thomas et même la question qui a été posée à Thomas. C'est-à-dire que si on veut briser les silos, d'abord, il y a un élément qui est excessivement important et qui est difficile à transcender, c'est qu'on a des enjeux de communication excessivement importants, en ce sens que peu importe la discipline ou la position, selon la discipline d'où on vient, la position qu'on occupe en termes de partie prenante, on peut exprimer la même idée avec des termes différents. Alors, ça devient, la conversation devient difficile. Et ça, je ne sais pas comment on peut transcender ça, mais c'est sûr que c'est en travaillant ensemble, puis en communiquant, en se parlant, puis en ayant de l'écoute, d'une part. L'autre élément, je dirais que Carole a mentionné, là, il faut se concentrer sur pourquoi on milite, et ça revient à l'élément santé versus maladie. Moi, je pense qu'au niveau de la gouvernance, et là, je vais revenir sur un des éléments qui, pour nous, est excessivement important, puis on trouve qu'il y a manqué
d'attention au niveau de notre système, c'est d'organiser une gouvernance qui soit orientée vers la santé, vers les résultats qui sont importants pour les personnes. Et ça passe par un leadership gouvernemental. Et si l'objectif n'est pas clair au niveau du gouvernement, au niveau du système de santé, ben c'est sûr qu'il va y avoir la perte d'énergie. Alors que si l'objectif est très clair, puis que l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la santé et non les activités, multiplier les interventions, ben il y a une grosse différence. Alors... Mais ça, Mme Castonguay, c'est très intéressant ce que vous nommez là, mais comment parvient-on à aller chercher les résultats, justement, qui sont probants pour les patientes et les patients, les résultats qui comptent vraiment pour eux? On aura l'occasion au cours de ce symposium de parler des PREM et des PROM, notamment, abréviation anglophone. Alors, je lance la question sur les PREM et PROM pour ceux qui ne le savent pas, les Patient Reported Experience Measures ou Measurements. Alors, comment est-ce qu'on est capable de capter ça et comment peut-on amener ces items-là aux instances décisionnelles dans l'élaboration de leur politique? Alors, je vois Carole Jabet qui veut réagir. Sinon, Mme Castonguay aussi, allez-y. Carole, peut-être? Je vais réagir à ça parce que je pense que c'est une question de, pas simple, mais probablement une question de posture à adopter. Si on est vraiment sérieux, et je pense qu'on l'est tous, en se disant que, on vise l'amélioration de la santé, puis j'adhère, en tout cas, je suis vraiment en phase avec ce que Thomas dit. C'est pour améliorer la santé, on a besoin des soins et des services, mais il faut aussi réintégrer la promotion de la santé, la prévention, puis à ce moment-là, les acteurs se multiplient. Mettons que c'est ça notre objectif. Je crois beaucoup à la démarche de co-construction. C'est un mot à la mode en ce moment dans beaucoup de domaines. Cela dit, si on dépasse l'effet mode, puis qu'on l'inscrit vraiment de façon systématique dans nos démarches, ben à ce moment-là, ta question qui est qu'est-ce qu'on fait valoir aux patients, aux citoyens, va se définir en amont. C'est quand on va regarder un problème, puis une bouchée à la fois, s'il vous plaît, à traiter, ben là, on va définir, comme on ferait en recherche, on va définir ce problème-là avec les yeux de tout le monde, le patient compris. Donc, ta mesure, elle est là à la base. Après, on va faire le cycle pour développer les choses, puis on va venir se confronter à la fin d'un cycle, là, où est-ce qu'on est rendu. Et chaque organisation évolue en même temps en fonction de ça. Puis c'est ça, de toute façon, le système de santé apprenant aussi, tel que je le comprends. C'est quoi les facteurs de succès? Joanne parlait de la difficulté de dialogue. Quand Rémi Quirion est rentré en poste, le scientifique en chef, il y a 10 ans, il est arrivé avec l'intersectorialité. Tout le monde se moquait, particulièrement dans la communauté de recherche, en disant, ben voyons donc, on n'a quand même pas commencé à se parler tous ensemble, puis ça veut dire quoi? Puis les premiers programmes qui ont été lancés ont obligé un dialogue intersectoriel. Et aujourd'hui, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça marche mieux? Oui, mais ça prend 10 ans. Alors, il faut qu'on ait ce temps-là pour bouger le curseur dont on parle. Ça, c'est la première chose. Puis, une bouchée à la fois. On n'arrivera pas à tout faire en même temps. Je trouve ça très intéressant, Carole. Puis je trouve que ça ouvre la porte. J'aimerais lancer la balle à Isabelle Vézina. J'ai vu la main de Thomas. Thomas, je ne manque pas, mais j'aimerais entendre comment, à votre avis, les entreprises, les entrepreneurs, entrepreneuses, comment l'innovation peut capter ces besoins on parle d'intersectorialité, on inclut justement l'entreprise là-dedans certainement, et tout azimut. Comment fait-on pour faire valoir les besoins dont vous parliez tout à l'heure à ces entreprises, pour les amener dans l'équation intersectorielle? Comment les amène-t-on à embrasser cette idée d'un pas, d'une bouchée à la fois, mais pour avancer dans une direction d'intégration, briser les silos? Comment peut-on faire? Bien, en fait, je pense que ça passe beaucoup par des appels à défis, à résoudre ensemble, puis de s'assurer, Carole a mentionné que ça a été obligatoire que ça soit intersectoriel, donc obligeons les patients à faire partie du processus, obligeons le monde de la recherche à faire partie du processus, obligeons, je veux dire, si on dit, vous pouvez avoir de l'argent, si vous répondez à tout ça, vous devez avoir les différentes parties prenantes, bien, ils vont
de facto, ça va briser les silos et ça va faire en sorte qu'on aura plus de gens autour de la table et qu'on va vraiment répondre aux besoins. Parce que c'est fini le temps où est-ce qu'on travaille pour le patient, mais sans l'inclure. La même chose, tu sais, ça serait loufoque de développer une solution pour un astronaute, mais sans avoir l'astronaute qui fait partie de la conversation. Ça n'a pas de sens. Il faut tous qu'on fasse partie de la conversation. Puis des problèmes complexes, ça ne peut pas être réglé par un champ d'expertise. Ça doit se retrouver à l'intersection entre les différentes disciplines, entre les différentes connaissances. Merci. Je vais aller avec la main de Thomas qui est élevée d'abord, puis je reviens à Carole ensuite. Thomas? Oui, juste pour rebondir très, très brièvement sur ce que dit Mme Vézina, et puis quand on parle de patient, c'est marrant parce que le terme patient pourrait être étendu en fait à la population de manière générale. Un patient, c'est une personne pour laquelle on va prendre soin. C'est ça qui va être le plus intéressant. Donc, en fait, quand on inclut justement les organismes à but non lucratif dans cette conversation-là, on inclut en fait les patients de manière générale, des personnes qui ne développent pas de maladie, mais des personnes pour qui on veut la santé, d'une certaine manière. Mais pour revenir à ta question, plus particulièrement sur qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver justement à avoir une vision un peu plus globale. Actuellement, le ministère de la Santé est en train d'entreprendre un chantier majeur qui est sur l'accès aux données. Et je trouve qu'ils le font très bien, justement en ayant consulté en fait une multitude de personnes. Comment ça se fait en fait qu'on n'ait pas cette conversation-là avec l'ensemble des ministères au Québec? Comment ça se fait en fait qu'on n'obtienne que des données de santé et puis qu'on n'arrive pas à les croiser avec des données d'agriculture, des données de travail, des données d'immigration? C'est ça qui est le plus important en fait, c'est que quand on considère la santé de la population, on la considère en fait dans une multitude de thématiques, dans une multitude de secteurs. Et actuellement, en fait, ce qu'on essaie de faire de notre côté, c'est juste d'aller chercher des données qui sont en relation avec plus particulièrement la maladie. Mais pour avoir une évaluation de la santé globale de la population, il faut croiser plus que ça. Il faut aller chercher plus de ministères. Il faut que les ministères mettent en ordre, comme le ministère de la Santé est en train de le faire actuellement, l'ensemble de leurs données et qu'on arrive à les croiser. Que les chercheurs arrivent à faire des données incroyables en mixant en fait des données de différents ministères très rapidement et qu'en l'espace de quelques instants, on arrive à avoir un état de santé global. Présentement, c'est impossible. Donc, c'était peut-être mon intervention. Très intéressant. Tout à fait. Pardon. Non, vas-y, Catherine. Vous avez tout à fait raison. Puis je m'excuse. Dans le terme patient partenaire, absolument, les citoyens sont inclus, les proches aidants sont inclus. C'est un terme générique qui englobe toutes ces personnes-là. Il y en a qui parlent d'usagers collaborateurs, de citoyens partenaires. Dans la communauté de pratique des patients partenaires en recherche, on parle de patients partenaires, mais ça n'exclut personne. Très inclusif. Merci de la précision, Catherine. Deux dernières mains s'étaient levées, celle de Carole Jabet, celle de Joanne. Compte tenu du temps, je vous proposerais que nous y allions avec ces deux dernières interventions. Alors, Carole était la prochaine et ensuite Joanne. Très rapide, promis. Très d'accord avec Thomas sur les données et le fait que ça doit vraiment se répandre. Je pense que le ministère de la Santé, en plus de sa démarche, a un contenu législatif très intéressant, que je pense qu'on peut s'en inspirer. Ne pas oublier les municipalités dans cet effort-là, parce que beaucoup des données dont on parle sont des données qui ne sont pas juste dans les ministères, mais qui sont autour de notre milieu de vie et de notre proximité. Elles sont importantes. Le deuxième point était pour rebondir sur ce que mentionnait Isabelle. On peut effectivement obliger, donner des incitatifs dans nos différents programmes d'accompagnement. Je veux juste mentionner que le FRQS embrasse dans sa planification stratégique des prochaines années à venir, et puis c'est soi-disant 3 ans, à mon avis, on en a largement pour 10, la santé durable comme étant au centre de sa planification stratégique. Je me fais questionner sans arrêt par mon conseil d'administration, les chercheurs, sur où est-ce que c'est la santé durable, qui c'est qui va s'en occuper? Ma réponse, elle est omniprésente, elle sera dans tous nos programmes et elle sera de tous nos partenariats, ce sera la priorité de nos partenariats. C'est comme ça qu'on va réussir à accompagner le changement de culture que ça nécessite. C'était mes 2 points. Génial. Merci, Carole. Très, très éclairant et inspirant. Joanne, presque le mot de la fin.
très, très court, simplement pour dire qu'on a besoin d'un ministère qui fait partie de la conversation et qui facilite le développement des institutions. Donc, un ministère qui vont aller dans le sens pour encourager et aller chercher la valeur. Ça veut dire qu'on a besoin d'un ministère qui sort de la gestion des opérations, mais qui va se concentrer davantage sur la gouvernance, puis le soutien, l'évolution et l'adaptabilité du système. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci. Je me suis permis de clore ce panel du point de vue des intervenants internes, mais j'aimerais qu'on puisse prendre peut-être quelques minutes qui sont devant nous pour pouvoir accueillir quelques questions. Évidemment, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est très difficile de le faire verbalement là, dans le contexte, mais si vous avez des questions à déposer au chat, je vous invite à le faire. Normalement, on devrait activer au moment où on se parle le chat pour permettre aux gens de formuler des questions à nos panélistes. C'est en complément de ce qui a été dit. Si des questions, on m'indique de cliquer sur le lien. J'ai Antoine, je viens de débloquer le chat pour tout le monde, donc tu peux suivre dans le chat. Et j'avais activé Mentimeter, mais passé par la fenêtre de conversation de Zoom. Ça ira plus vite pour qu'Antoine voit vos questions en direct. Je me sens profondément abruti. J'ai compris probablement 3 mots dans la dernière phrase, mais c'est que visiblement, il existe encore un silo entre mon cerveau et la technologie. Antoine, je te détolérerai. Retenez que vos questions peuvent être posées dans le chat. À défaut, comme je n'en vois pas pour l'instant, je me permets d'en poser une autre encore peut-être. J'avais du côté de Mme Castonguay. J'aimerais vraiment qu'on cherche, parce que j'ai entendu un peu les commentaires de tout le monde, mais comment fait-on pour amener réellement… Ah ben voilà, attendez, je me fais sauver la main. Je veux m'assurer de donner le temps aux gens qui commandent. Voilà, j'en ai quelques-unes. Comment peut-on créer un modèle contractuel entre l'État et l'entreprise? Bon, mais ça va en plus dans le sens de la question que j'allais poser. Allons-y, entre État et entreprise, à votre avis. Peut-être c'est une question plus pour Mme Vézina, mais j'ouvre la porte à tous les panélistes. Mme Vézina, on ne vous entend pas. Oh, attendez. Voilà, oui, là, on vous entend. C'est bon. Oui, question gigantesque quand même. Comment un modèle contractuel entre l'État et l'entreprise? Je pense que dans toutes les startups, c'est sûr que les grandes entreprises, il faut aussi travailler avec elles parce qu'une des difficultés qu'on a en santé au Québec, c'est qu'on a de la difficulté à implanter les innovations. C'est plus facile d'aller vendre aux États-Unis que ça l'est de vendre au Québec. Et ça, c'est pas normal. On a plein d'entrepreneurs qui développent des solutions fabuleuses et on est obligé de les vendre ailleurs parce qu'on n'arrive pas à les vendre ici au Québec. Donc ça, je vous dirais que ça serait probablement la première étape à faire, c'est de faciliter cette implantation-là dans nos systèmes et aussi de favoriser la collaboration entre les grandes entreprises et les startups parce que parfois, elles peuvent s'aider pour trouver des solutions au système de la santé. Fait que je vous dirais vraiment comment faire pour que le gouvernement soit le premier acheteur. Je pense que c'est un beau défi à relever. Intéressant. Une autre question que j'ouvre à tous les 4 qui est posée et que j'entends de plus en plus souvent. On a parlé abondamment du partenaire patient avec tout ce qu'il inclut et tous ceux qui l'incluent. On en parlait par Catherine il y a un instant. Qu'en est-il du clinicien ou du professionnel de la santé terrain? Comment lui ou elle aussi l'amener à la table de nos échanges? Comment? Parce que ironiquement, c'est vrai qu'on entend beaucoup des cliniciennes, des cliniciens, des intervenants, des intervenantes qui ne sont pas nécessairement amenés à bord de la co-construction dont parlait Carole et d'autres. Alors, comment voyez-vous ça, vous panélistes, cette intégration des cliniciennes, cliniciens, intervenants, intervenantes du terrain? Est-ce que je peux répondre? Parce que ça me permettrait de faire le pont avec ce qu'Isabelle a dit. En fait, si on veut créer le lien ou le pont entre les entreprises puis aller chercher la valeur, on a besoin d'avoir, quand je parle des mécanismes de gouvernance tantôt puis des institutions qui nous permettent d'aller chercher la valeur, ce que j'entends par là, c'est que les mécanismes de financement de nos services, la publication de l'information,
la façon dont on rémunère nos médecins, la relation entre les institutions doit favoriser et tous être orientés vers l'amélioration de la santé. Si ce n'est pas le cas, par exemple, nos directeurs d'établissement sont les moyens, la façon dont on évalue leur performance, c'est en termes de nombre d'activités et on exige qu'ils le font avec des budgets fixes. Et on décide pour eux là où vont aller les budgets. Et c'est vrai aussi pour les budgets des médecins. Bref, les institutions ne favorisent pas la collaboration, l'amélioration, l'intégration de la valeur. Donc, quand je dis qu'il faut que le gouvernement ou le ministère se concentre sur le développement des institutions, c'est-à-dire que plutôt que d'opérer le système puis de dire, d'être très impliqué dans l'opération du système, il devrait être très impliqué sur le développement d'institutions, comment favoriser le passage des budgets, comment faire évoluer la rémunération de nos médecins, mais aussi la façon dont on finance les activités, de sorte qu'on favorise la santé plutôt que la multiplication des activités. Intéressant, merci pour les liens aussi. Carole et ensuite Thomas qui voulait réagir. Je vais répondre de façon hyper pragmatique et puis je suis d'accord avec ce que Joanne dit. De façon très pragmatique, quand je les regarde de mon point de vue d'organisation subventionnaire, je veux les inclure dans les équipes de recherche au même titre que les patients partenaires. J'ai absolument besoin d'avoir le gestionnaire d'un étage qui vient dans une équipe de recherche pour qu'il soit capable d'arriver avec son savoir. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Maintenant, je peux bien changer tous mes statuts de chercheur puis faire toute la place que je veux à ça. J'ai aussi besoin d'avoir mon partenaire établissement puis d'avoir mon partenaire ministériel qui va libérer du temps et qui non seulement va libérer du temps, mais va faire que c'est inscrit dans ses rôles et responsabilités. Ça fait partie du travail qu'il a à faire. C'est reconnu et c'est valorisé que de contribuer à des projets qui sont des projets de développement puis d'amélioration. Puis je ne suis pas certaine qu'on soit complètement là encore, mais on a besoin de travailler ensemble dans ce sens-là. Intéressant. Un défi de plus, en effet. Thomas? Tout à fait d'accord à ce qui a été dit. J'aimerais rebondir davantage sur la question en fait, de la relation avec les entreprises. C'est quand même intéressant parce qu'actuellement, le ministère de la Santé est considéré un peu comme un ministère de la dépense. On regarde 50% en fait, du budget du gouvernement qui est destiné en fait, à la santé. C'est un budget qui est en grande majorité là pour de la dépense en maladie, on va se le dire. Alors, comment on peut faire en sorte justement que les entreprises, plutôt qu'elles soient impliquées dans une dépense, elles soient impliquées dans un investissement? Comment on peut intégrer en fait ces partenaires-là pour faire en sorte que justement la santé ne soit plus considérée comme une dépense, mais comme un gain pour les Québécoises et les Québécois? On peut parler de productivité, on peut parler d'intégration, on peut parler de qualité de vie, on peut parler d'une multitude de choses. Mais c'est quand même intéressant de se dire qu'actuellement, c'est le ministère de l'Économie qui ramène de l'argent, le ministère de la Santé qui en dépense. Est-ce que l'équation, elle est comme celle-ci? C'est vraiment ça la grosse question qu'il faut se poser. Donc, comment on implique justement en fait l'innovation au sein du milieu de la santé plus particulièrement? Est-ce que l'innovation, elle va être vectrice de gains pour la santé et de revenus? Ou est-ce qu'elle va être synonyme de dépense? C'est vraiment en fait l'autre question moi, que je poserais en fait qui est en relation avec l'investissement, avec les entreprises plus particulièrement. Merci Thomas. C'est un échange qu'on aurait pu étendre de façon prolongée, j'en suis certain. Je me permets de remercier nos 4 panélistes du fond du cœur pour leur rapport, leur contribution à cet échange et à ce symposium. Vous avez apporté des perspectives extrêmement enrichissantes, intéressantes. Et comme le fil conducteur en aura été un du partenariat patient, sans grande surprise, me direz-vous, dans un symposium de l'unité. Mais tout de même, j'aimerais laisser le mot de la fin à ma collègue Catherine Wilhelmy, qui est justement patiente partenaire. Catherine? Merci, Antoine. Moi aussi, merci beaucoup. Vos propos étaient super riches, super intéressants. Je pense que ce matin, Sarah Green nous parlait de cultiver le temps d'être curieux. Puis je pense que tous vos propos nous amènent vers ça et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.